Je suis entré par la porte d'entrée le soir de mes 22 ans, tenant un petit gâteau au chocolat que je m'étais acheté à la boulangerie de l'épicerie. Mes parents et ma sœur Émilie étaient assis dans le salon comme des juges, attendant de rendre un verdict. Ma mère, Margaret, leva les yeux froidement et annonça qu'il n'y aurait pas de fête d'anniversaire cette année parce qu'Émilie se sentait éclipsée ces derniers temps et avait besoin de toute l'attention de la famille. Émilie était assise d'un air suffisant sur notre canapé en cuir usé, de fausses larmes se formant déjà dans ses yeux. C'est là que j'ai réalisé que c'était la trahison finale. Après des années passées à être invisible dans ma propre famille, j'ai posé le gâteau, je suis allé dans ma chambre et j'ai commencé à emballer tout ce que je possédais. Le poids suffocant de ce moment a pris tout son sens quand j'ai repensé aux 20 dernières années de ma vie. Émilie, de 2 ans ma cadette, était devenue le centre de l'univers de notre famille après avoir remporté un concours de beauté junior à l'âge de 8 ans. Je me souviens encore clairement de ce jour parce que c'était la dernière fois que mes parents m'ont regardé avec une fierté sincère, juste avant que le trophée ne soit placé dans les petites mains d'Émilie. À partir de ce moment, chaque événement familial, chaque dollar économisé, chaque moment d'attention parentale a été redirigé vers les concours, les cours de danse, les cours de chant et les coachs d'acteurs interminables d'Émilie. Mes bulletins de notes avec DA ont reçu de brefs hochements de tête, tandis que les rubans de participation d'Émilie ont été encadrés et accrochés au mur. Mon acceptation à la foire scientifique de l'État a disparu sous l'excitation de la prochaine compétition d'Émilie. J'ai appris à célébrer mes victoires seul dans ma chambre, tandis que le salon est devenu le sanctuaire personnel d'Émilie. Mon père, William, a commencé à faire des heures supplémentaires à l'usine pour payer les robes coûteuses d'Émilie et les frais de déplacement aux compétitions. Il rentrait à la maison épuisé, dînait en silence, puis restait assis pendant des heures à regarder Émilie répéter ses routines dans le salon. Je l'ai vu vieillir de 10 ans en l'espace de 3 ans. Ses épaules se sont affaissées de façon permanente sous le poids de la pression financière et de l'épuisement émotionnel. La seule personne qui voyait clair dans cette folie était mon grand-père Frank. Le père séparé de mon père qui vivait de l'autre côté de la ville. La famille parlait rarement de Frank parce que lui et ma mère avaient une vieille querelle à propos du fait qu'il ne soutenait pas financièrement les rêves de concours d'Émilie. Mais Frank me rencontrait secrètement à la bibliothèque ou au parc, apportant des sandwichs, et m'écoutait parler de l'école, de mon emploi à temps partiel à la quincaillerie et de mes projets universitaires. C'est lui qui a célébré quand j'ai été accepté à l'université de l'État avec une bourse partielle. Il a même ouvert un fonds d'études pour moi sans le dire à personne, faisant de petits dépôts chaque fois qu'il le pouvait. Ce qui a rendu cette soirée d'anniversaire encore pire, c'est ce que j'avais entendu 3 heures plus tôt. J'étais rentré plus tôt de mon service à la quincaillerie et j'ai entendu Émilie au téléphone dans sa chambre. Elle parlait à son amie Ashley et sa voix avait cette fausse douceur qu'elle utilisait quand elle racontait ses mensonges. Ouais, j'ai déjà dit à maman que j'avais besoin d'une attention particulière en ce moment, dit Émilie en riant. Je veux dire, l'anniversaire de Ricky est demain, mais qui s'en soucie? Je leur ai dit que je me sentais vraiment déprimé et oublié. Maman a tout gobé. Elle va lui dire ce soir qu'on ne fête pas parce que j'ai besoin du soutien de la famille. Je suis resté figé dans le couloir pendant qu'elle continuait. Le meilleur, c'est que personne ne sait que j'ai été renvoyé de l'université il y a 3 semaines. Cette lettre de renvoi du registraire va arriver d'un jour à l'autre. Mais d'ici là, je les aurais convaincus que j'ai abandonné parce que j'étais trop stressé par le fait que la famille se concentrait sur Ricky. Vous vous rendez compte qu'il vit encore ici à 22 ans? Quel loser. Au moins, quand je vivais à la maison, c'était parce que j'étais la spéciale. Elle a ri. Ce petit son cruel que j'avais entendu 1000 fois auparavant. J'ai déjà convaincu maman qu'il fallait qu'on passe l'anniversaire de Ricky à parler de mes sentiments et de mon avenir. Au moment où cette lettre arrivera, ils seront tellement inquiets pour ma santé mentale qu'ils ne se soucieront même pas des 40 000 $ qu'ils ont gaspillés pour mes frais de scolarité. 40 000 $. Ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas m'aider à payer mes études parce que l'argent était serré. Mais ils avaient dépensé 40 000 $ pour les études d'Émilie qu'elle avait jetées par la fenêtre. J'ai senti quelque chose se briser en moi à ce moment-là. Quelque chose qui craquait depuis des années a finalement éclaté complètement. Alors, quand je suis entré 3 heures plus tard avec ce pathétique gâteau acheté en magasin et que je les ai tous vus assis là, prêts à annuler mon anniversaire pour la crise fabriquée d'Émilie, j'ai su exactement ce qui se passait. Émilie avait orchestré toute cette histoire pour détourner l'attention de son échec scolaire. Elle utilisait mon anniversaire comme une distraction, se transformant en victime avant que la vérité ne puisse éclater. Ma mère, Margaret, s'est avancée sur le canapé,
les mains croisées de cette manière étudiée qu'elle avait lorsqu'elle prodiguait ce qu'elle pensait être une sagesse maternelle. Ricky, tu dois comprendre qu'Emily traverse une période très difficile en ce moment. Elle a l'impression que la famille ne l'apprécie pas assez, et nous devons lui montrer quelle est notre priorité. Ton anniversaire revient chaque année, continua-t-elle, comme si cela le rendait moins important. Mais le bien-être émotionnel d'Emily est fragile en ce moment. Nous devons nous réunir en tant que famille et la soutenir. Cela signifie pas de fête, pas de gâteau, pas de cadeaux. Nous allons passer la soirée à parler des sentiments d'Emily et de la manière dont nous pouvons mieux soutenir ses rêves. J'ai regardé mon père, espérant un signe de résistance, une étincelle de conscience que c'était mal. Mais William se contentait de regarder ses mains, vaincu comme toujours, suivant tout ce que Margaret et Emily décidaient. Il avait renoncé à se battre il y a des années, choisissant la survie à la confrontation. Emily a finalement pris la parole, sa voix tremblant d'une fausse émotion. « Je suis désolé, Ricky. Je sais que c'est dur pour toi, mais je me sens parfois tellement invisible. Comme si personne ne voyait à quel point je suis en difficulté. J'ai besoin de savoir que cette famille se soucie de moi. Que je ne suis pas juste oublié. Oublié. » Elle a vraiment dit ce mot. La fille dont le visage couvrait tous les murs, dont les trophées remplissaient toutes les étagères, dont les besoins déterminaient chaque décision familiale, se sentait oubliée. Pendant ce temps, je dormais dans la même petite chambre depuis l'âge de 5 ans parce qu'Emily avait besoin de la plus grande chambre pour ses affaires de concours. Je portais les mêmes 3 paires de jeans depuis 2 ans parce qu'Emily avait besoin de nouvelles tenues pour ses photos Instagram. J'avais été tellement oublié que la plupart des membres de la famille élargie ne se souvenaient même plus de ce que j'étudiais à l'université. C'est alors que j'ai pris ma décision. Pas d'annonce, pas de confrontation dramatique, pas de supplication pour être reconnu. J'ai simplement posé ce triste petit gâteau sur la table basse, je les ai regardés chacun une dernière fois, et je suis allé dans ma chambre. Ils ont probablement pensé que j'allais bouder comme je l'avais fait tant de fois auparavant. Ils n'avaient aucune idée que j'étais sur le point de disparaître complètement de leur vie. J'ai traversé ma chambre avec l'efficacité de quelqu'un qui planifiait cette évasion inconsciemment depuis des années. Chaque tiroir a été vidé, chaque document important rassemblé, chaque vêtement auquel je tenais vraiment, plié dans 2 grands sacs de sport et un sac à dos. La pièce avait l'air étrange pendant que je faisais mes bagages, comme si elle révélait enfin ce qu'elle avait toujours été, une halte temporaire plutôt qu'une maison. Mes mains sont restées fermes pendant que je me connectais à mon application bancaire sur mon téléphone. $3200 étaient assis sur mon compte d'épargne, l'argent de 2 ans de travail à la quincaillerie Henderson. Mes parents n'ont jamais été au courant de ce compte parce que je l'avais ouvert le jour de mes 18 ans, marchant seul jusqu'à la banque pendant ma pause déjeuner au lycée. Chaque service, chaque heure supplémentaire, chaque prime de vacances avait été versée sur ce compte. Je me disais que j'économisais pour quelque chose de spécial. Il s'est avéré que j'économisais pour ma liberté. J'ai transféré chaque centime sur mon compte courant, puis j'ai envoyé un message à mon grand-père Frank. Il était près de 10 heures du soir, mais je savais qu'il serait éveillé, probablement assis dans son bureau à lire l'un de ses romans policiers. « Frank, ça se passe. Ils ont annulé mon anniversaire pour Emily. J'en ai assez. Est-ce que je peux rester chez toi ?» Sa réponse est arrivée en moins de 30 secondes. « Ta chambre est prête depuis 2 ans, gamin. Rentre à la maison. » À la maison. Il a appelé ça la maison. Pas sa maison. Pas chez lui. Mais à la maison. Mes yeux ont brûlé pendant un moment avant que je ne me force à me concentrer. Je pouvais les entendre en bas. Il parlait encore des sentiments d'Emily. La voix de ma mère montait à travers les murs fins, cajolant les fausses luttes d'Emily, lui promettant que toute la famille se rallierait autour d'elle. Il planifiait des activités pour demain, mon anniversaire. Une journée au spa pour les filles, disait Margaret. Alors que les garçons pourraient nettoyer le garage pour faire plus de place pour les affaires d'Emily. L'ironie ne m'échappait pas. Le jour de mon anniversaire, on s'attendrait à ce que je nettoie l'espace pour plus de déchets d'Emily pendant qu'elle se ferait dorloter dans un spa. Sauf que je ne serais pas là. Je serais parti et ils devraient trouver comment s'expliquer cela à eux-mêmes. J'ai chargé ma voiture silencieusement, faisant plusieurs voyages par la porte de derrière. Ma Honda Civic déglinguée, achetée avec mon propre argent à un collègue qui passait à un modèle supérieur, était garée dans l'allée comme un véhicule de fuite dans un film de braquage. Le coffre s'est rempli rapidement, puis la banquette arrière. Je prenais tout ce qui comptait,
ce qui s'est avéré être étonnamment peu. 22 ans dans cette maison, et je pouvais faire tenir toute mon existence significative dans une voiture compacte. Lors de mon 3e voyage, j'ai trouvé une boîte dans mon placard que j'avais oubliée. À l'intérieur se trouvaient des cartes d'anniversaire de Frank, une pour chaque année depuis que j'avais 10 ans. Mes parents n'avaient jamais été au courant de celle-ci non plus. Frank me les glissait à l'école ou les laissait dans mon casier au travail. Chacune contenait un billet de $20 et un message manuscrit. J'avais gardé chacune d'entre elles. Elles sont allées dans mon sac à dos avec mon ordinateur portable et le dossier contenant mon acte de naissance, ma carte de sécurité sociale et mes relevés de notes universitaires. J'étais en train de fermer le dernier sac à dos quand j'ai entendu des pas dans les escaliers. Des pas lourds et fatigués que j'ai reconnus comme étant ceux de mon père. Mon cœur s'est mis à battre la chamade alors que la porte s'ouvrait et que William se tenait là, l'air plus vieux que ses 50 ans. Il a regardé la pièce vide, les sacs remplis et moi debout là, dans ma veste, clairement prêt à partir. Pendant un long moment, nous nous sommes contentés de nous regarder. Puis il a fouillé dans sa poche et a sorti une enveloppe. « Je cachais ça à ta mère, dit-il doucement, sa voix rauque. C'est 5 cents. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est tout ce que j'ai pu gérer sans qu'elle s'en aperçoive. J'ai pris l'enveloppe, sentant le poids de l'argent à l'intérieur. Papa, pourquoi? Pourquoi les laisses-tu faire ça? Les épaules de William s'affaissèrent encore plus. Je sais ce qu'elle a fait avec ton fonds d'études. L'argent de Frank qui était censé être pour toi. Elle a tout pris pour les affaires d'Emily, la ligne de maquillage, cette boutique qui n'a jamais ouvert. Je sais tout, Ricky. Alors pourquoi tu ne l'as pas arrêté? Il a ri, mais c'était amer et brisé. Arrêter ta mère? Arrêter Emily? J'ai abandonné ce combat il y a longtemps, mon fils. Je n'en suis pas fier. Mais à un moment donné, je me suis juste fatigué. Fatigué de me battre. Fatigué d'être le méchant. Fatigué des larmes d'Emily et de la colère de ta mère. C'était plus facile de simplement suivre le mouvement. Et moi, ai-je demandé, me fichant que ma voix craque. Était-ce plus facile de me laisser disparaître? Les yeux de William se sont remplis de larmes. Non, c'est la partie la plus difficile, te voir disparaître dans cette maison. Les voir t'effacer petit à petit. Mais tu es plus fort que moi, Ricky. Tu l'as toujours été. C'est pourquoi je sais que tu t'en sortiras là-bas. Il s'est approché et m'a tendu autre chose. Une carte de visite. C'est mon ami Marcus du travail. Il dirige une société de gestion immobilière à côté. Je lui ai déjà parlé de toi. Si tu as besoin d'un emploi, d'un meilleur emploi que la quincaillerie, appelle-le. Dis-lui que le fils de William a besoin de travail et il s'occupera de toi. Pourquoi m'aides-tu à partir au lieu de te battre pour que je reste? William a regardé ma chambre vide. Parce que partir est le choix intelligent. Ne reviens pas tant que tu n'es pas assez fort pour les affronter selon tes propres termes, pas les leurs. Construis quelque chose qu'ils ne peuvent pas démolir. Deviens quelqu'un qu'ils ne peuvent pas ignorer. Et quand tu reviendras, et je sais que tu reviendras, ne reviens pas pour eux. Reviens pour leur montrer ce qu'ils ont perdu. Nous sommes restés là pendant un autre moment, père et fils, nous comprenant, peut-être pour la première fois. Puis William s'est retourné et est sorti, fermant la porte derrière lui. Je l'ai entendu redescendre et rejoindre la séance de vénération d'Emily, sa voix plate alors qu'il était d'accord avec tout ce que Margaret disait. J'ai attendu 1 heure de plus jusqu'à ce que la maison se calme et que toutes les lumières s'éteignent. À 23h30 la veille de mon anniversaire, j'ai porté mon dernier sac à la voiture. L'air d'octobre était froid et je pouvais voir mon souffle en petites bouffées alors que je me tenais dans l'allée à regarder la maison dans laquelle j'avais grandi. Chaque fenêtre était sombre, sauf celle de la chambre d'Emily où je pouvais voir la lueur de l'écran de son téléphone. Elle était probablement en train d'envoyer des SMS à ses amis au sujet de sa manipulation réussie, de la façon dont elle avait réussi à annuler mon anniversaire et à se mettre au centre de l'attention une fois de plus. Elle n'avait aucune idée qu'elle m'avait en fait le plus beau des cadeaux. La dernière poussée dont j'avais besoin pour partir. Je suis monté dans ma voiture, j'ai démarré le moteur et j'ai reculé lentement dans l'allée. Pas de crissement de pneus, pas de sortie dramatique. Je me suis juste éloigné, regardant la maison devenir plus petite dans mon rétroviseur jusqu'à ce que je tourne au coin de la rue et qu'elle disparaisse complètement. La maison de Frank était à 20 minutes de l'autre côté de la ville, dans la partie la plus ancienne où les maisons avaient du cachet et les arbres étaient matures.
Il attendait sur son porche malgré le froid, enveloppé dans sa vieille veste de l'armée. Quand je me suis arrêté, il s'est dirigé vers la voiture et m'a aidé à prendre un sac sans dire un mot. La chambre qu'il avait préparée pour moi était simple mais propre. Un vrai lit, pas un lit de fortune. Un bureau avec une chaise correcte. Des étagères vides qui attendaient d'être remplies de mes affaires. Ça sentait la peinture fraîche et la possibilité. Je l'ai peinte le mois dernier, dit Franck en posant mon sac. Je me suis dit que tu en aurais besoin tôt ou tard. Comment tu as su? Franck a souri. Mais c'était triste. Parce que j'ai vu ton père vivre la même chose avec ta grand-mère. Elle choisissait aussi ses préférés. Elle a choisi son frère plutôt que lui à chaque fois. C'est pourquoi ta mère et moi ne nous entendons pas. Elle me rappelle trop la femme qui a brisé mon fils avant même qu'il ait une chance de devenir lui-même. Nous avons déchargé la voiture en silence, et à 1h du matin, ma nouvelle chambre ressemblait plus à une maison que mon ancienne ne l'avait jamais fait. Franck a fait du café, et nous nous sommes assis dans sa cuisine, celle avec les murs jaunes et la fenêtre qui donnait sur sa petite cour arrière. Demain, c'est ton anniversaire, dit-il en jetant un coup d'œil à l'horloge. En fait, je suppose que c'est aujourd'hui maintenant. Joyeux anniversaire, gamin. Merci, Franck. Quel est le plan? J'y ai pensé. J'y ai vraiment pensé pour la première fois. Je vais terminer mes études en ligne, continuer à travailler, peut-être accepter cette offre d'emploi de Marcus, économiser de l'argent, construire quelque chose. Papa a dit de ne pas revenir tant que je ne suis pas assez fort pour les affronter selon mes propres termes. Franck hocha la tête en signe d'approbation. Ton père est faible, mais il n'est pas stupide. C'est un bon conseil. Il s'est levé, s'est dirigé vers une armoire et a sorti un dossier. Ça pourrait t'aider à la partie construire quelque chose. À l'intérieur du dossier se trouvaient des actes de propriété, 3 d'entre eux. De petites propriétés locatives que Franck possédait en ville. Je gère ces propriétés depuis 40 ans. J'ai constitué un petit revenu grâce à elles. J'allais attendre de mourir pour te les laisser. Mais il est peut-être préférable que je t'apprenne le métier pendant que je suis encore là pour le faire correctement. Franck, je ne peux pas accepter ça. Tu n'acceptes rien encore. Tu apprends. C'est très différent. Demain, après avoir dormi et mangé de la vraie nourriture, nous allons visiter ces propriétés. Tu vas apprendre le droit des locataires, l'entretien, les flux de trésorerie et les capitaux propres. Tu vas apprendre à construire une richesse lentement et régulièrement comme tes parents ne l'ont jamais fait parce qu'ils étaient trop occupés à jeter de l'argent dans les rêves d'Émilie. J'ai regardé les actes, les notes soignées que Franck avait prises sur chaque propriété. C'était réel. C'était un avenir. C'était tout ce que ma famille ne m'avait jamais offert. 6 mois après le début de ma nouvelle vie. Je me réveillais tous les matins à 5h30 dans une chambre qui ressemblait vraiment à la mienne. La maison de Franck était devenue plus qu'un refuge. Elle était devenue la base de tout ce que je construisais. La lumière du soleil printanier coulait à travers les fenêtres que j'avais appris à réparer moi-même, illuminant un bureau couvert de manuels de gestion immobilière, de contrats immobiliers et de plans d'affaires que Franck et moi examinions ensemble tous les dimanches matins. Mes journées avaient une structure maintenant. Une vraie structure, pas le chaos de l'attente de la prochaine crise d'Émilie. Je travaillais le matin dans la société de gestion immobilière de Marcus, apprenant le métier de A à Z. Marcus s'est avéré être plus que l'ami de mon père. Il est devenu mon mentor, m'apprenant à évaluer les propriétés, à gérer les locataires difficiles et à voir les opportunités là où les autres voyaient des problèmes. Ton père n'a jamais mentionné à quel point tu apprends vite, dit Marcus un après-midi alors que nous inspectons un duplex délabré dans le district A. La plupart des jeunes de ton âge se plaindraient de l'odeur et du travail. Tu calcules déjà les coûts de rénovation dans ta tête. Il avait raison. Franck avait réveillé quelque chose en moi. Une faim de comprendre comment l'argent fonctionne vraiment, comment les bâtiments peuvent générer des revenus, comment des décisions intelligentes aujourd'hui peuvent se transformer en richesse demain. Chaque soir après le travail, j'assistais à des cours en ligne pour obtenir mon diplôme en commerce. Mais la vraie éducation s'est déroulée dans les propriétés de Franck. Franck possédait 3 logements locatifs, une maison unifamiliale sur Maple Street, un duplex sur Third Avenue et un petit espace commercial qui abritait un salon de coiffure. Il m'a tout appris de façon pratique. Nous avons réparé ensemble les tuyaux qui fuyaient, peint les murs, négocié avec les entrepreneurs et collecté les loyers. Il m'a montré ses 40 années de registre méticuleux, chaque dépense suivie,
chaque amélioration documentée. La propriété, c'est de l'argent patient, expliqua Franck un soir alors que nous examinions ses livres. Tes parents courent après les solutions rapides avec Émilie, jetant de l'argent après de mauvais rêves. Mais un bâtiment continue de te payer pendant que tu dors. C'est lors d'une de ces visites de propriété que j'ai rencontré Jennifer. Elle se tenait devant la quincaillerie à côté de la propriété commerciale de Franck, se disputant avec un livreur au sujet de fournitures de construction. Ses cheveux auburn étaient tirés en une queue de cheval et elle portait des bottes à embout d'acier avec des jeans et un polo d'entreprise qui disait le Morrison Construction supplie. Ce n'est pas ce que j'ai commandé, disait-elle, tenant une facture. J'ai spécifiquement demandé du contreplaqué de 3/4 de pouce, pas de 1/2 pouce. Cela ne fonctionnera pas pour le projet de mon client. Le chauffeur essayait de la renvoyer, prétendant que c'était à peu près pareil, quand j'ai décidé d'intervenir. En fait, le code du bâtiment exige du 3/4 de pouce pour ce type de sous-plancher, dis-je, reconnaissant les spécifications sur sa facture. Le demi-pouce ne passerait pas l'inspection. Jennifer me regarda, surprise mais reconnaissante. Exactement. Merci. Quelqu'un qui sait réellement de quoi il parle. Le chauffeur grommela mais accepta de recharger les mauvais matériaux. Alors qu'il s'éloignait, Jennifer se tourna vers moi avec un sourire qui fit retourner mon estomac. Je suis Jennifer Morrison. C'est la société de fourniture de ma famille. Bien que je sois la seule à me soucier de la justesse des commandes. Ricky, répondis-je, je travaille pour Marcus Property Management et j'aide Franck ici avec ses locations. Le petit-fils de Franck, il parle de vous tout le temps aux réunions de la chambre de commerce. Il dit que vous allez posséder la moitié de cette ville un de ces jours. Nous avons commencé à nous rencontrer pour prendre un café au début pour discuter des affaires. Jennifer avait hérité de la société de fourniture de construction de sa famille, qui était en difficulté, lorsque son père avait eu une crise cardiaque l'année précédente. À 24 ans, elle essayait de moderniser l'entreprise tout en traitant avec des employés résistants qui étaient là depuis avant sa naissance. Il pense que je ne fais que jouer à la femme d'affaires, dit-elle lors d'une de nos rencontres de café qui avait commencé à ressembler davantage à des rendez-vous. Mais je vois tellement de potentiel. Si nous pouvions simplement nous lancer dans la fourniture de rénovation immobilière, pas seulement dans la construction neuve, nous pourrions tripler nos revenus. Je pourrais peut-être aider avec ça, dis-je. Puis je lui ai parlé d'une propriété que Franck et moi avions l'œil sur, une catastrophe de maison sur Washington Boulevard que tout le monde disait être impossible à sauver. Si nous rénovions, nous pourrions utiliser exclusivement les fournitures de Morrison Construction. Tout documenté. L'utiliser comme une étude de cas pour vos autres clients. Les yeux de Jennifer s'illuminèrent. Vous prendriez ce risque? Cette maison est pratiquement condamnée. Franck m'a appris que les plus grandes opportunités ressemblent aux plus grandes catastrophes. De plus, j'ai tout économisé ce que je gagne. J'ai assez pour un acompte, et Marcus connaît un prêteur sur fonds propres qui pourrait financer la rénovation. Nous nous sommes serrés la main juste là dans le café, sa poignée de main ferme et confiante. Mais lorsque nos mains se sont touchées, quelque chose d'électrique est passé entre nous, et nous savions tous les deux que c'était plus qu'un partenariat commercial. La maison sur Washington Boulevard était pire que nous l'avions imaginé. Les fondations étaient fissurées. Le toit avait 3 couches de vieux bardeaux, et quelque chose était mort dans les murs. Franck la traversa avec nous, piquant le bois pourri avec sa canne, qu'il avait commencé à utiliser après que ses genoux aient commencé à le déranger. Il faut 40 000 $ pour la rendre habitable, estima-t-il. Il faut 60 000 $ pour la rendre belle, 80 000 $ pour la rendre spectaculaire. J'ai économisé 20 000 $, dis-je. Morrison supplie peu fournir des matériaux au prix coûtant, ajouta Jennifer. Cela étire considérablement le budget. Franck sourit. J'investirai 20 000 $ en tant que commanditaire. Le prêteur de Marcus peut couvrir le reste, mais Ricky gère le projet. Nous avons conclu la vente de la propriété en mai, 6 mois après mon départ de la maison. Le journal local a publié un petit article à ce sujet, de jeunes entrepreneurs s'attaquent à Washington Boulevard. Ma mère a dû le voir parce que j'ai reçu un texto ce soir-là. La première communication de la famille depuis mon départ. J'ai vu que tu vas bien. Émilie aimerait t'entendre parler de ton entreprise. Tu pourrais peut-être l'aider dans sa nouvelle entreprise. Je l'ai supprimé sans répondre. La rénovation a consumé notre été. Jennifer et moi avons travaillé 18 heures par jour à apprendre des tutoriels YouTube pour des choses que nous ne pouvions pas nous permettre de sous-traiter.
nous avons découvert que nous formions une équipe parfaite. Elle s'occupait des négociations avec les fournisseurs et de la logistique des matériaux tandis que je gérais les entrepreneurs et les permis. Le soir, couverts de poussière de cloisons sèches et de peinture, nous nous asseyons sur le porche de cette maison sinistrée et planifions notre avenir. Nous pourrions faire ça à plein temps, dit Jennifer un soir alors que nous partagions des plats chinois à emporter dans des contenants en papier. Retourner des maisons, construire une vraie entreprise ensemble. Elle me regarda, et il y avait quelque chose de plus qu'un partenariat commercial dans ses yeux. Ensemble, notre premier baiser a eu lieu dans cette cuisine à moitié rénovée, entourée de montants apparents et de l'odeur de la surfraîche. C'était comme rentrer dans un endroit où je n'avais jamais été auparavant. Mais le succès a une façon d'attirer l'attention, surtout de la famille qui vous a ignoré quand vous n'aviez rien. Émilie a trouvé mon profil LinkedIn et a créé un faux compte pour m'envoyer un message. Salut, frère. J'ai vu que tu cartonnais dans l'immobilier. On devrait parler. J'ai une opportunité d'affaires incroyable qui a besoin d'un investisseur comme toi. J'ai fait une capture d'écran du message et je l'ai montré à Franck. Il a ri si fort qu'il a commencé à tousser. Elle a du culot. Je lui donne ça. Aucune honte du tout. Elle traque mes médias sociaux, dis-je, lui montrant d'autres captures d'écran que Jennifer avait trouvées, créant de faux comptes pour suivre mes pages professionnelles. Elle regarde tout ce que je fais. Laisse-la regarder, dit Franck. Le succès est la meilleure vengeance. Mais seulement si tu ne les laisses pas te tirer en arrière. Il avait raison. Mais Émilie n'en avait pas fini. Elle a commencé à répandre des mensonges à la famille élargie, affirmant que j'avais abandonné mes pauvres parents malades et que Franck me manipulait pour son héritage. Ma tante Suzanne a appelé Franck directement, inquiète de ces histoires. Dites-moi, Suzanne, dit Franck au haut-parleur pour que je puisse entendre, à quand remonte la dernière fois que vous avez vu Margaret ou William agir comme des malades? À quand remonte la dernière fois qu'Émilie a eu un emploi? Et à quand remonte la dernière fois que quelqu'un dans cette famille, à part Ricky, a gagné honnêtement $1? Le silence à l'autre bout du fil était révélateur. C'est ce que je pensais, continua Franck. Le garçon construit quelque chose de réel pendant qu'ils construisent des châteaux en Espagne. Dans quoi investiriez-vous? Mais le drame familial était un bruit de fond par rapport à ce que Jennifer et moi accomplissions. En août, la maison sur Washington Boulevard était transformée. Ce qui avait été une horreur de quartier est devenu une superbe maison de 3 chambres à coucher avec des planchers de bois francs restaurés, une cuisine moderne et des touches historiques parfaites qui honoraient ses origines des années 1920. Nous l'avons mise en vente pour 3 fois ce que nous avions payé, et elle s'est vendue en 4 jours à une jeune famille qui en est tombée amoureuse immédiatement. Le profit était plus d'argent que je n'en avais jamais vu sur mon compte bancaire. Jennifer et moi avons célébré avec Franck dans son steakhouse préféré où il a levé sa bière et fait un toast. À Ricky, qui a eu le courage de partir et la sagesse de construire, et à Jennifer, qui a vu du potentiel là où les autres ont vu des problèmes. Que ce soit la première de nombreuses victoires. Alors que nous faisions teinter nos verres, j'ai senti mon téléphone vibrer. Un autre message d'un faux compte, cette fois avec une approche différente. C'était Émilie, et le message était différent. Désespéré. Ricky, je sais que tu me détestes, mais papa ne va pas bien. Il est déprimé. Il boit. Maman ne veut pas l'admettre. S'il te plaît, reviens à la maison. Je l'ai montré à Jennifer et à Franck. Ça pourrait être vrai, dit Jennifer prudemment. Ça pourrait aussi être de la manipulation. Il n'y a qu'une seule façon de le savoir, dit Franck, en sortant son téléphone. Il composa un numéro que je ne reconnaissais pas. William, c'est Franck. Ouais, ton père. Nous devons parler. De Ricky et de toi. La conversation qui suivit révéla la vérité. William était déprimé. Il l'était depuis des mois, mais pas parce que je l'avais quitté. Parce que sans moi comme tampon, il faisait face à la pleine réalité de ce qu'était devenue sa famille. Émilie avait effectivement abandonné l'université. Les factures s'accumulaient, et Margaret prétendait que tout allait bien tout en dépensant de l'argent qu'il n'avait pas. Je vois un thérapeute, a admis William au téléphone, en payant en espèces pour que Margaret ne le sache pas. Le thérapeute dit que je les ai encouragés pendant des années, en te sacrifiant au passage. Je suis tellement désolé, fils. Il ne suffit pas d'être désolé, ai-je dit, prenant le téléphone. Qu'est-ce que tu vas faire à ce sujet? Je ne sais pas encore, mais je suis en train de tout documenter, les signatures falsifiées sur les prêts,
l'argent volé de ton fonds universitaire, tout ça. Mon thérapeute dit que j'ai besoin de preuves avant de faire quoi que ce soit. C'était un début, mais je n'étais pas prêt à pardonner. Pas encore. Peut-être jamais. Mais j'ai donné à William les informations de paiement du thérapeute et je lui ai dit que je paierais les séances, pas pour lui, mais parce qu'au fond de cet homme brisé se trouvait le père qui m'avait donné $500 et m'avait dit de devenir assez fort pour les affronter à mes propres conditions. L'appel est arrivé un mardi matin de septembre, exactement un an après avoir quitté la maison de mes parents. Je me trouvais dans le bureau que Jennifer et moi venions de louer, un entrepôt reconverti dans le quartier des Arts en pleine expansion, lorsque mon téléphone a sonné avec un numéro que je ne reconnaissais pas. Est-ce Ricky Patterson? La voix de la femme était professionnelle, même excitée. Oui, c'est Ricky. C'est Sarah Chen du Tribune. Nous préparons un reportage sur les jeunes entrepreneurs qui revitalisent la ville, et votre projet Washington Boulevard a attiré notre attention. Seriez-vous disponible pour une interview? J'ai regardé Jennifer, qui déballait des cartons de fournitures de bureau, le visage rayonnant de fierté. Nous venions de conclure notre 4e projet de revente immobilière, et notre compte commercial contenait plus d'argent que mes parents n'en avaient jamais vu de leur vivant. Nous serions ravis, ai-je dit, incluant Jennifer sans hésitation. L'article a été publié 3 semaines plus tard avec le titre « Un jeune couple transforme les maisons oubliées de la ville en propriétés de rêve ». La photographie montrait Jennifer et moi debout devant notre dernière rénovation, un manoir victorien que nous avions acheté pour $90 000 et que nous venions de vendre à un cadre supérieur du secteur technologique pour $420 000. L'article détaillait notre modèle commercial, notre partenariat avec Morrison Construction Supply, et comment nous avions transformé $20 000 d'économie en une entreprise valant plus d'un demi-million en seulement un an. Ce que l'article ne mentionnait pas, c'est que Frank avait été diagnostiqué avec un cancer du poumon de stade 2 un mois plus tôt. Il avait caché les symptômes pendant des mois, typique de Frank, ne voulant accabler personne. Mais quand il avait commencé à cracher du sang, je l'avais forcé à consulter un médecin. C'est traitable, avait dit l'oncologue, mais agressif. Nous devons commencer la chimiothérapie immédiatement. Frank m'avait regardé dans cette chambre d'hôpital, paraissant soudainement chacun de ses 78 ans. Je dois mettre à jour mon testament, avait-il dit. Tout doit être blindé. Ta mère va s'en prendre à mes propriétés quand elle découvrira que tu es le seul bénéficiaire. Tu ne vas pas mourir, avais-je dit fermement. Nous allons nous battre contre ça. Bien sûr que nous le ferons, avait répondu Frank, mais nous allons aussi être intelligents à ce sujet. C'est ce que je t'ai appris, n'est-ce pas? Espérer le meilleur, prévoir le pire. Le matin de la publication de l'article du Tribune, nous étions dans le service de chimiothérapie du Regional Medical Center. Frank était branché à une intraveineuse, lisant l'article à voix haute, tandis que Jennifer et moi faisions semblant que sa voix n'était pas plus faible qu'avant. Il est écrit ici, vous deux êtes l'avenir du renouvellement urbain, a-t-il lu en souriant. Regardez cette photo. Vous êtes bien propres, les jeunes. Frank, je veux te racheter tes parts de l'entreprise, ai-je dit soudainement, la juste valeur marchande de tes parts dans nos propriétés. Tu as besoin d'argent pour le traitement, et j'ai besoin que tu te concentres sur ta guérison, pas sur tes revenus locatifs. Les yeux de Frank se sont embués. Tu n'as pas à prendre soin de moi, Ricky. Tu as pris soin de moi quand personne d'autre ne le voulait. Ce n'est pas de la charité, c'est du business. Jennifer a déjà fait les calculs. Nous pouvons nous le permettre, et c'est logique fiscalement. Jennifer a sorti son ordinateur portable, montrant à Frank la proposition que nous avions élaborée. Nous achèterions ses actions pour $200 000 versés en versement qui lui assurerait un revenu stable pendant le traitement. C'était plus que juste, probablement plus que ce que valaient les actions. Mais Frank nous avait donné plus que de l'argent. Il nous avait donné confiance en nous. Très bien, a finalement dit Frank, mais à une condition, quand ta mère viendra frapper à la porte, et elle le fera, tu ne lui donneras pas un centime par culpabilité. Promets-le-moi. Une promesse qui serait mise à l'épreuve plus tôt que prévu. Margaret a vu l'article du Tribune sur son lieu de travail, où apparemment plusieurs collègues m'ont reconnu et ont fait des commentaires sur son fils Prosper. Elle m'a appelé cet après-midi-là, mon téléphone s'allumant avec maman pour la première fois depuis un an. Ricky, chérie, sa voix était mielleuse, le ton qu'elle utilisait quand elle voulait quelque chose de cher. J'ai vu l'article. Nous sommes si fiers de toi. Tu as vraiment fait quelque chose de toi-même. Que veux-tu, Margaret?
J'ai utilisé son prénom délibérément, enlevant le titre qu'elle n'avait jamais vraiment mérité. La douceur s'est évaporée. Ce n'est pas une façon de parler à ta mère. Nous sommes une famille, Ricky. Une famille se soutient mutuellement. Émilie a cette merveilleuse opportunité avec une ligne de vêtements, très exclusive, très haut de gamme. Elle a juste besoin d'un capital de démarrage. Combien? 50 000 $ lui permettraient de démarrer correctement. J'ai réellement ri. 50 000 $ pour Émilie? La même Émilie qui a échoué à l'université et perdu 40 000 $ de ton argent? Cette Émilie? C'est ta sœur. Elle a changé, mûri. Cela pourrait être son grand coup. Comme la ligne de maquillage était son grand coup? Ou la boutique? Ou la carrière de mannequin? Combien de grands coups une personne peut-elle avoir, Margaret? Si tu ne l'aides pas, je n'aurai pas d'autre choix que de dire à tout le monde comment tu as abandonné ta famille, comment tu es manipulé par ce vieil homme sénile pour son argent. Franck a le cancer, ai-je dit froidement. Il se bat pour sa vie tout en construisant quelque chose de réel avec moi. Tu veux répandre des mensonges? Vas-y. Mais j'enregistre cet appel, tout comme j'ai enregistré chaque tentative que tu as faite pour me contacter. Mon avocat adorerait ajouter l'extorsion à la poursuite que nous préparons. Poursuite? Tu n'oserais pas poursuivre ta propre mère? Je ne le ferai pas, mais je poursuivrai Margaret Patterson pour vol de fonds éducatifs, fraude et harcèlement. Le père de Jennifer est avocat. Le savais-tu? Il est très intéressé par la façon dont tu as falsifié la signature de papa sur ses prêts sur la valeur domiciliaire. Le silence s'est étiré si longtemps que j'ai cru qu'elle avait raccroché. Puis, d'une voix dégoulinant de venin, elle a dit, tu vas le regretter. Quand Émilie percera, quand elle aura du succès et sera célèbre, tu reviendras en rampant, suppliant de faire à nouveau partie de la famille. J'ai une famille, ai-je dit, regardant Jennifer travailler à son bureau, pensant à Franck qui se bat contre la chimio avec son entêtement habituel. Je les ai choisis, et ils m'ont choisi. C'est plus que ce que tu n'as jamais offert. J'ai raccroché et bloqué son numéro. William a appelé 1 heure plus tard depuis son téléphone professionnel. Elle perd la tête, a-t-il dit sans préambule, hurlant au sujet des poursuites et de l'argent de Franck. Émilie s'est enfermée dans sa chambre, affirmant que tu as ruiné son avenir. La maison est un chaos. Pourquoi tu me racontes ça? Parce que j'ai tout documenté comme tu l'as suggéré, enregistré les conversations, copié les relevés bancaires. Mon thérapeute dit que je dois cesser d'être un spectateur dans ma propre vie. J'ai 52 ans, Ricky, et je ne me suis jamais opposé à eux. Mais voir ce que tu as construit, lire cet article, cela m'a fait réaliser quelque chose. Quoi donc? Je les ai choisis à chaque fois au lieu de toi. Et regarde où ça nous a menés. Tu prospères, et nous nous noyons dans les dettes et l'illusion. La maison a 3 mois de retard sur les paiements hypothécaires parce que Margaret a dépensé l'argent pour le dernier projet d'Émilie. Nous allons la perdre. Et honnêtement, je pense que ce serait peut-être la meilleure chose qui puisse arriver. Papa, je pourrais aider avec l'hypothèque, mais pas si l'argent va à Émilie ou à Margaret. Je ne te demanderai pas de le faire. J'ai déjà parlé à un avocat spécialisé dans les divorces. J'en ai fini, fils. 25 ans trop tard, mais j'en ai fini. La nouvelle m'a frappé plus fort que prévu. Malgré tout, une partie de moi avait espéré qu'il changerait, que le succès pourrait en quelque sorte guérir notre famille fracturée. Mais Franck m'avait appris quelque chose d'important, certaines personnes ne veulent pas être sauvées. Ils veulent te tirer vers le bas à leur niveau pour qu'ils ne se sentent pas si seuls dans leur échec. 2 semaines plus tard, notre plus grand succès à ce jour s'est concrétisé. L'immeuble historique Riverside, une propriété commerciale massive qui était vide depuis une décennie, a été mis aux enchères. Jennifer et moi l'observions depuis des mois, faisions des calculs, créions des propositions. La ville voulait quelqu'un qui préserverait son importance architecturale tout en le rendant rentable. Nous nous sommes associés à 3 autres investisseurs, en présentant une offre de 2 millions de $. La rénovation créerait 40 appartements haut de gamme et 10 espaces commerciaux au niveau de la rue. C'était ambitieux, risqué, et exactement le type de projet qui nous établirait comme des acteurs importants dans le monde du développement. La vente aux enchères a eu lieu un jeudi matin. Margaret et Émilie se sont présentées. Émilie avait perdu du poids, ses vêtements de créateur remplacés par des imitations de magasins à rabais. Son visage était émacié,
en colère, désespérée. Margaret se tenait à côté d'elle, conservant sa façade de dignité, mais je pouvais voir les fissures de stress. Leur parfaite dynastie Murphy s'effondrait. Vous ne pouvez pas enchérir sur ça, a dit Emily, s'approchant de moi dans le hall du palais de justice. C'était censé être mon opportunité. J'ai des investisseurs intéressés à le transformer en un centre de mode. Quels investisseurs, a demandé Jennifer, se plaçant à mes côtés. Qui investirait dans quelqu'un sans expérience, sans capital et sans antécédents? J'ai des relations, a dit Emily, mais sa voix affaiblie. Des personnes importantes qui croient en ma vision. Alors enchéris, ai-je dit simplement. C'est une vente aux enchères publiques. Que la meilleure proposition gagne. Le visage d'Emily s'est effondré. Tu sais que je ne peux pas égaler ton offre. Tu fais ça pour me blesser, pour prouver que tu es meilleur que moi. Je fais ça parce que c'est une bonne affaire, quelque chose que tu comprendrais si tu avais déjà travaillé pour quelque chose dans ta vie. Margaret s'est avancée. Comment oses-tu parler à ta sœur de cette façon? Nous t'avons tout donné. Vous ne m'avez rien donné, ai-je dit assez fort pour que les autres personnes présentes dans le hall se tournent pour regarder. Vous avez tout donné à Emily et vous m'avez fait regarder. Vous avez volé mon fonds universitaire pour ces entreprises ratées. Vous avez annulé mes anniversaires pour ces crises de colère. Vous m'avez effacé des photos de famille pour faire plus de place à ces trophées. Donc non, Margaret, vous ne m'avez rien donné. Tout ce que j'ai, je l'ai construit moi-même. La vente aux enchères s'est déroulée sans eux. Ils n'ont même pas pu réunir les frais d'inscription pour enchérir. Nous avons remporté l'immeuble pour 1,8 million, en dessous de notre budget maximum, et le juge nous a félicités pour notre proposition de restauration complète. Alors que nous signions les papiers, j'ai vu William se tenir au fond de la salle d'audience. Il avait l'air différent. Ses vêtements étaient mieux ajustés. Sa posture était plus droite, et il était seul. Il m'a fait un signe de tête une fois, une reconnaissance de ce que j'avais accompli, puis il est parti sans s'approcher. Plus tard ce soir-là, alors que Jennifer et moi célébrions avec Frank chez lui, malgré son état de faiblesse, mon téléphone a vibré avec un SMS de William et signifié à Margaret les papiers de divorce aujourd'hui. Et emménagé dans un appartement près de mon travail. Fier de toi, fils. Tu m'as montré qu'il était possible de s'échapper. Frank a lu le SMS par-dessus mon épaule. La famille est un choix, mon garçon. On dirait que ton père est enfin en train de faire le sien. Trop peu, trop tard, ai-je dit. Peut-être, a convenu Frank, mais tard vaut mieux que jamais. Crois-moi là-dessus. En regardant Frank se battre contre le cancer avec la même détermination qu'il m'a appris à lutter contre la pauvreté et la négligence, j'ai compris ce qu'il voulait dire. Certaines batailles, tu ne les mènes pas pour gagner, mais pour prouver que tu ne capituleras pas. William se battait enfin. Emily faisait enfin face aux conséquences, et Margaret était enfin seule avec le royaume vide qu'elle avait construit sur les rêves brisés des autres. La confrontation a eu lieu un mercredi après-midi d'octobre, 13 mois après avoir quitté la maison. Jennifer et moi étions dans notre bureau en train de passer en revue les contrats pour la rénovation de l'immeuble Riverside lorsque notre réceptionniste a frappé à la porte. « Il y a 2 femmes ici qui exigent de vous voir », a-t-elle dit nerveusement. Elles n'ont pas de rendez-vous, mais elles insistent beaucoup. Je n'avais pas besoin de demander qui c'était. À travers les murs de verre de notre bureau moderne, je pouvais voir Margaret et Emily dans la salle d'attente. Margaret portait sa plus belle robe d'église, celle qu'elle gardait pour les occasions où elle avait besoin de paraître respectable. Emily avait l'air pire qu'à la vente aux enchères, ses cheveux non lavés, ses vêtements froissés, des cernes sous les yeux que le maquillage ne pouvait pas cacher. « Devrais-je appeler la sécurité » demanda Jennifer, ayant déjà la main sur son téléphone. « Non, laisse-les entrer. Je veux des témoins de ce qui va se passer. » Elles entrèrent dans mon bureau comme si c'était le leur. Le menton de Margaret était relevé, défiant, Emily traînant derrière sa mère comme une ombre brisée de l'enfant doré qu'elle avait été autrefois. Mes employés s'étaient rassemblés discrètement près de la porte ouverte, sentant qu'un drame se préparait. « Nous devons parler » annonça Margaret, s'asseyant sans y être invitée dans une des chaises destinées aux clients. « Alors parlez » dis-je, restant derrière mon bureau, Jennifer à mes côtés, en privé. « Non, tout ce que tu as à dire, tu peux le dire devant Jennifer. Elle est mon associée et ma future femme. Je n'avais pas prévu d'annoncer nos fiançailles de cette façon, mais Jennifer me serra la main pour me soutenir.
Le visage d'Émilie se tordit au mot femme. Ça doit être agréable de planifier des mariages pendant que ta famille perd tout. Vous avez tout perdu parce que vous n'avez jamais rien eu, dit Jennifer calmement. On ne peut pas perdre ce qu'on n'a jamais gagné. C'est à ce moment-là qu'Émilie craqua. Elle se leva si vite que sa chaise bascula en arrière, et 20 ans de rage refoulés jaillirent de sa bouche dans un torrent qui figea tout ce qui était à portée de voix. Tu te crois tellement supérieur à moi, me cria-t-elle, sa voix se brisant. Tu n'étais rien. Rien. Un petit garçon pathétique qui n'arrivait même pas à se faire des amis sans que je les sabote d'abord. Oui, c'est moi qui ai fait ça. À chaque petit ami que tu as eu, je leur ai dit que tu trichais. À chaque ami, j'ai répandu des rumeurs sur toi. À chaque opportunité, je me suis assuré que maman et papa ne le remarquent pas. Le bureau était silencieux comme une tombe, à l'exception de la respiration saccadée d'Émilie. Margaret essaya de lui saisir le bras, mais Émilie la repoussa violemment. J'ai travaillé si dur pour te maintenir là où tu devais être, continua-t-elle, les larmes ruisselant sur son visage. Mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de fureur. Tu étais censé rester invisible. Tu étais censé être l'échec qui me faisait paraître meilleur, mais tu es parti. Et soudain, je n'avais plus personne à blâmer, personne à éclipser, personne pour me faire sentir spécial. Émilie, arrête, siffla Margaret, réalisant enfin que tout notre personnel était témoin de cette crise. Mais Émilie était au-delà de toute retenue. Tu veux connaître la vérité, Ricky? Toute la vérité? Je n'ai pas seulement échoué à l'université. Je n'y ai même jamais été admise correctement. Maman a soudoyé quelqu'un au service des admissions, 15 000 $ juste pour me faire accepter. Ensuite, j'ai tenu exactement un semestre avant qu'ils ne comprennent que je n'étais pas capable de faire le travail. Mais nous avons continué à faire semblant, à prendre de l'argent à papa, à ton fonds universitaire, à des prêts sur la valeur nette de la maison. Marcus était entré de son bureau à côté, attiré par les cris. 2 de nos contractuels se tenaient dans l'encadrement de la porte. Notre comptable enregistrait tout sur son téléphone. J'ai saboté tes candidatures à l'université, continua Émilie, sa voix s'élevant encore plus haut. J'ai intercepté les lettres d'acceptation de 3 écoles, y compris ce programme d'ingénierie à State. Je leur ai dit que tu avais décidé d'aller ailleurs. Tu aurais pu avoir des bourses complètes, mais je ne pouvais pas te laisser me surpasser. Maman le savait. Elle m'a aidé à le faire. La révélation me frappa comme un coup physique. L'ingénierie à State avait été mon rêve, et j'avais été dévasté quand j'avais cru qu'il m'avait rejeté. Margaret se leva, essayant de sauver quelque chose de ce désastre. Émilie ne va pas bien. Elle fait une crise. Nous devrions y aller. Ne va pas bien? Émilie rit hystériquement. Je vais parfaitement bien, mère. J'en ai juste marre de faire semblant. Dois-je leur parler des concours de beauté, aussi? Comment tu as payé les juges? Comment mes plus grandes victoires ont toutes été achetées? 10 000 $ au juge Morrison pour Miss Teen State. 5 000 $ au panel pour le talent régional. Chaque couronne que je portais était aussi fausse que le sourire que je devais peindre sur mon visage. C'était des investissements dans ton avenir, dit Margaret faiblement. Quel avenir, hurla Émilie. J'ai 28 ans sans diplôme, sans compétences, sans argent et sans amis parce que tu m'as appris que tout le monde n'existait que pour me servir. Je ne peux même pas obtenir un emploi chez Target parce que je n'ai pas de référence, pas d'expérience professionnelle, rien que des tas de trophées en plastique et des photos Instagram de quand j'ai culminé à 17 ans. Elle se retourna vers moi, et pendant un moment, je vis quelque chose au-delà de la rage. Je vis la petite fille terrifiée à qui on avait appris que sa seule valeur résidait dans le fait d'être meilleure que moi. Et sans moi là, elle n'avait aucune identité du tout. Mais le pire, dit-elle, sa voix tombant presque à un murmure, c'est que tout ce que tu as de bien, tu l'as construit sans nous. Cette petite amie qui t'aime vraiment, tu l'as trouvée toi-même. Cette entreprise, tu l'as créée. Cet article qui te qualifie de réussite, tu l'as mérité. Et je ne peux prétendre à aucun mérite. Je ne peux même pas prétendre avoir réussi à te détruire parce que tu ne voulais pas rester détruit. Jennifer s'avança. Tu as besoin d'aide, Émilie. D'une aide professionnelle. Émilie rit amèrement. Avec quel argent? Avec quelle assurance? Maman a tout dépensé pour maintenir les apparences. Papa est parti et a emporté son assurance avec lui.
Nous allons être expulsés la semaine prochaine. T'a-t-elle dit ça, Ricky? Ta maison d'enfance va être mise aux enchères pour saisie. Je regardais Margaret, qui était devenue pâle. Est-ce que c'est vrai? Le sang-froid de Margaret craqua finalement. Ton père nous a abandonnés. Il nous a laissés avec rien d'autre que des dettes et des promesses brisées, tout comme toi. Papa est parti parce que tu l'as brisé, dis-je. Et je suis parti parce que tu as essayé de me briser. C'est alors que la porte s'ouvrit en grand et que William entra. Mais ce n'était pas l'homme brisé que j'avais connu. Il avait perdu du poids, s'était fait couper les cheveux et portait un costume qui lui allait réellement. Il ressemblait au père que j'avais aperçu sur de vieilles photos avant que la carrière de concours de beauté d'Emily ne consume notre famille. En fait, je suis parti parce que je me suis enfin trouvé une colonne vertébrale, annonça William. Et je ne t'ai pas laissé avec rien, Margaret. Je t'ai laissé avec exactement ce que tu as donné à notre fils, rien. Il sortit son téléphone et commença à lire un enregistrement. C'était Margaret et Emily d'il y a 6 mois, planifiant comment me manipuler pour leur donner de l'argent, discutant de comment me culpabiliser au sujet du cancer de Frank, riant de combien j'étais stupide de penser que je pouvais construire quelque chose sans elle. J'ai 3 ans d'enregistrement, dit William, chaque stratagème, chaque mensonge, chaque dollar volé à l'avenir de notre fils. Mon avocat dit que c'est suffisant pour s'assurer que tu n'obtiennes rien dans le divorce, à part la dette que tu as créée. Emily s'effondra sur la chaise. Tout le combat s'était épuisé. Tu nous as enregistrés? Ta propre famille. Vous avez cessé d'être ma famille le jour où vous avez célébré le vol des lettres d'acceptation à l'université de Ricky, dit William froidement. J'aurais dû le protéger à ce moment-là. J'ai échoué, mais je peux le protéger maintenant. Margaret retrouva sa voix. Vous êtes tous contre moi. Toute ma famille s'est retournée contre moi par cet enfant ingrat. Je ne suis pas un enfant, dis-je, me levant. Je suis un chef d'entreprise de 23 ans qui a transformé 20 000 $ en une société immobilière d'une valeur de 2 millions. Je suis quelqu'un qui paie la thérapie de son père et le traitement contre le cancer de son grand-père. Je vais me marier avec une femme qui voit ma valeur au-delà d'être l'ombre de quelqu'un. Je suis tout ce que tu as dit que je ne serai jamais. Et c'est ce qui te tue, n'est-ce pas? Jennifer ajouta, pas qu'il soit parti, mais qu'il ait prospéré sans vous. Emily leva les yeux vers moi, du mascara coulant sur ses joues. Je suis enceinte, dit-elle doucement. Le père est marié. Il ne quittera pas sa femme. Je n'ai rien, personne, et un bébé arrive dans 5 mois. Je ne voulais pas te le dire comme ça, mais je suis désespéré. J'ai besoin d'aide, Ricky. Pas d'argent. J'ai besoin de quelqu'un pour m'apprendre à être une personne, une vraie personne, pas cette chose brisée que maman a créée. Le bureau était si silencieux qu'on pouvait entendre la circulation à l'extérieur. Tout le monde attendait de voir ce que j'allais faire, le frère cadet, qui avait été torturé pendant 22 ans par la fille qui implorait maintenant son aide. Margaret commença à parler, mais William la coupa. N'ose pas essayer de le manipuler avec ce bébé. C'est ton petit enfant, et tu allais l'utiliser comme monnaie d'échange. Je n'allais pas, commença Emily, puis s'arrêta. Oui, j'allais le faire. C'est ce qu'elle m'a appris, utilise tout ce que tu as pour obtenir ce dont tu as besoin. Mais j'en ai marre d'être sa marionnette. J'en ai marre d'être la marionnette de qui que ce soit. Je veux juste apprendre à être humaine. Je regardais Emily. La regardais vraiment pour la première fois depuis des années, pas comme mon bourreau, mais comme une autre victime de la parentalité toxique de Margaret. Elle avait 7 ans lorsqu'elle a gagné ce premier concours de beauté, trop jeune pour comprendre qu'elle vendait son âme pour des couronnes de strass et l'approbation de Margaret. Je vais t'offrir un emploi, dis-je finalement. Le salaire minimum, classer des papiers, répondre au téléphone. Tu gagneras chaque centime. Pas de traitement de faveur, pas de raccourci. Jennifer sera ta superviseur, et si tu te trompes ne serait-ce qu'une fois, tu es viré. Ricky, non, dit Margaret. C'est ta sœur. Elle mérite plus que le salaire minimum. Elle mérite exactement ce qu'elle a gagné, ce qui est rien. C'est une chance de gagner quelque chose de réel pour la première fois de sa vie. Emily hocha la tête, les larmes coulant toujours. Je vais le prendre. Je ferai tout ce qu'il faut. Et Margaret, dis-je, me tournant vers ma mère, c'est fini ici. Sors de mon bureau. Sors de ma vie et ne me contacte plus.
Émilie a une chance parce qu'elle admet enfin la vérité. Tu vis toujours dans ton illusion. Margaret se tenait là, tremblant de rage. Je t'ai donné la vie. Je t'ai élevé. Frank m'a élevé, corrigeai-je. En un an, il m'a appris plus sur le fait d'être un homme que tu ne m'en as appris en 22 ans. Et Jennifer m'a montré plus d'amour en 12 mois que tu ne m'en as montré en 2 décennies. Tu m'as donné la vie, mais tu as essayé de tuer mon esprit chaque jour après. Maintenant, sors avant que je ne fasse escorter la sécurité pour te sortir. Margaret regarda autour de la pièce tous les témoins de son humiliation, William qui enregistrait tout, et Emily qui me choisissait plutôt qu'elle. Puis elle sortit, la tête toujours haute, jouant toujours la victime, toujours incapable de voir qu'elle était l'architecte de sa propre destruction. La réunion de famille s'est tenue chez Frank 2 semaines après la crise publique d'Emily. Malgré sa chimiothérapie en cours, Frank a insisté pour être l'hôte, disant qu'il voulait que tout le monde voie exactement où j'avais vécu et prospéré au cours de la dernière année. Les deux côtés de la famille se sont présentés, les sœurs de Margaret, Patricia et Dorothy, avec leurs maris, les frères de William, Michael et James, et divers cousins qui avaient été nourris avec différentes versions de la raison pour laquelle j'avais disparu des événements familiaux. Frank avait aménagé son salon comme une salle d'audience, avec des chaises disposées en rangée et une petite table à l'avant où William était assis avec un ordinateur portable et une pile de documents. Emily était assise dans le coin arrière, enceinte de 5 mois et visiblement nerveuse, portant les vêtements professionnels simples requis pour son poste de réceptionniste à notre bureau. Elle travaillait pour moi depuis 2 semaines, arrivant tôt, restant tard et apprenant lentement ce que cela signifiait de gagner quelque chose par l'effort. Margaret était assise au premier rang entre ses sœurs, conservant toujours son rôle de victime. Elle séjournait chez Patricia depuis la saisie, racontant des histoires sur le fait d'être abandonnée par sa famille ingrate. Mais l'expression de Patricia était devenue de plus en plus sceptique au fur et à mesure que les détails ne correspondaient pas. William se leva, l'air plus en bonne santé qu'il ne l'avait été depuis des années. La thérapie et la liberté l'avaient transformé d'une coquille brisée en quelqu'un qui ressemblait enfin à l'homme que Margaret avait épousé il y a 26 ans. J'ai convoqué cette réunion parce que les mensonges doivent cesser, commença William. Pendant trop longtemps, j'ai laissé Margaret et Emily créer leur propre version de la réalité pendant que Ricky souffrait. J'étais un lâche, et j'en assume la responsabilité. Mais maintenant, tout le monde va entendre la vérité. Il ouvrit son ordinateur portable et afficha une présentation PowerPoint. La première diapositive montrait un relevé bancaire. C'est le fonds universitaire de Ricky auquel Frank contribuait depuis que Ricky avait 10 ans. 43 000 $ au moment où il a eu 18 ans. Margaret a pris chaque centime pour les entreprises ratées d'Emily à mon insu, falsifiant ma signature sur les formulaires de retrait. Tante Patricia Alta. Margaret, tu as dit que Ricky avait refusé l'université, qu'il était trop paresseux pour postuler. Il a été accepté dans 4 écoles, continua William, en cliquant sur la diapositive suivante montrant les lettres d'acceptation, y compris une bourse complète pour le programme d'ingénierie de State. Emily et Margaret ont intercepté ces lettres et ont refusé les offres sans lui dire. C'est illégal, dit l'oncle Michael, sa voix dure. Il était policier, et son expression était passée du scepticisme à la colère. William cliqua à nouveau. La diapositive suivante montrait le vrai bulletin scolaire d'Emily, un seul semestre avec 4 F et 2 retraits. Emily n'a jamais obtenu son diplôme d'études secondaires légitimement. Margaret a payé quelqu'un pour falsifier son diplôme. Ensuite, elle a soudoyé un responsable des admissions avec 15 000 $ pour faire entrer Emily à l'université, où elle a échoué en un semestre. Mais ils ont continué à prendre de l'argent à la famille, des prêts, du fonds de Ricky, faisant semblant qu'elle était toujours inscrite. Dorothy regarda Margaret avec horreur. Tu nous as dit qu'Emily était sur la liste du doyen. Nous t'avons donné 5 000 $ pour ses manuels scolaires. Cet argent est allé à sa ligne de maquillage ratée, dit William, en montrant les reçus. Tout comme le prêt de l'oncle James pour son urgence médicale, qui a en fait servi à une virée shopping, et l'investissement du cousin David dans sa boutique a servi à couvrir sa dette de carte de crédit. La pièce éclata en voix en colère. Margaret essaya de se lever, mais Patricia la tira vers le bas. Il y a plus, dit William, sa voix perçant le chaos. Il joua un enregistrement audio d'il y a 3 ans. La voix d'Emily, claire et cruelle, gémit des laxatifs dans la boisson de Ricky avant ses SAT. Il était tellement malade qu'il pouvait à peine finir le test. Maman pensait que c'était hilarant. Nous ne pouvions pas le laisser obtenir des scores plus élevés que moi.
Plusieurs cousins hurlèrent physiquement malades. La cousine Sarah, qui avait toujours été gentille avec moi, avait les larmes aux yeux. William joua un autre enregistrement. Celui-ci de Margaret d'il y a seulement 6 mois, Ricky a toujours été jaloux du succès d'Emily. C'est pourquoi il est parti. Il n'arrivait pas à supporter d'être deuxième. Nous sommes mieux sans lui pour nous tirer vers le bas. Pendant ce temps, dit William, en faisant signe à Frank et à moi, Ricky construisait une entreprise immobilière d'1 million de dollars à partir de rien, payant le traitement contre le cancer de Frank et couvrant mes séances de thérapie qui m'ont aidé à trouver le courage de partir. Emily se leva soudainement, sa main sur son ventre de femme enceinte. J'ai besoin de dire quelque chose. La pièce se tourna vers elle, la plupart des visages hostiles. Tout ce que William dit est vrai, dit Emily, sa voix tremblante mais déterminée. Mais il y a plus que vous ne savez pas, maman n'a pas seulement volé de l'argent. Elle a volé des enfances. La mienne incluse. Margaret se leva d'un bond. Comment oses-tu? Assieds-toi, Margaret, dit froidement Frank. Pour une fois dans ta vie, tais-toi et écoute. Emily continua, j'ai gagné mon premier concours de beauté à 7 ans. Savez-vous comment maman m'a fait prendre des pilules amaigrissantes? Une enfant de 7 ans sous pilules amaigrissantes. À 10 ans, je prenais des stimulants sur ordonnance pour rester énergique pendant les compétitions. À 15 ans, j'étais accro à l'Adral que maman obtenait de différents médecins en simulant de faux symptômes. Le silence était total dans la pièce. Chaque couronne que j'ai gagnée a été achetée. Maman faisait des recherches sur les juges, trouvait leurs faiblesses et les exploitait. Des pots de vin, du chantage, tout ce qu'il fallait. Le juge Morrison avait une liaison, alors maman a menacé de le dire à sa femme si je ne gagnais pas Miss Teen State. Le juge en chef devait de l'argent à un ami de maman, alors maman a payé la dette en échange de ma victoire. Tu mens, dit Margaret, mais sa voix était faible. Emily sortit son téléphone et montra une vidéo. C'était Margaret, il y a 5 ans, entraînant une Emily adolescente. Rappelle-toi, si le juge te pose des questions sur ta plateforme, pleure un peu. Les hommes ne peuvent pas résister aux larmes d'une jolie fille. Et si cela ne fonctionne pas, j'ai des photos de lui dans ce bar avec la femme qui n'est pas sa femme. Je n'ai jamais appris à faire quoi que ce soit de réel, continua Emily. Aucune compétence professionnelle, aucune éducation, aucune éthique de travail, juste de la manipulation et des mensonges. Quand Ricky est parti et a réussi sans nous, cela a brisé l'illusion. Il a prouvé que tout ce que maman m'a enseigné était faux. Le succès vient du travail, pas des combines. Elle regarda Ricky directement. Ricky m'a donné un emploi. Salaire minimum. Bas de l'échelle. Mais c'est le premier argent honnête que j'ai jamais gagné. Et vous savez quoi? C'est mieux que n'importe quelle couronne que j'ai jamais portée. L'oncle James se leva. Margaret, tu as fraudé toute cette famille. C'est criminel. Et à propos de ce bébé? Emily dit, sa main protégeant son ventre, le père n'est pas marié. Il n'y a pas de père. Je suis allé dans une banque de sperme parce que je voulais une chose dans ma vie qui ne soit pas construite sur des mensonges. Ce bébé grandira en sachant comment travailler, comment gagner, comment être réel, tout ce que maman ne m'a jamais appris. Le monde soigneusement construit de Margaret s'effondrait publiquement. Patricia se leva et s'éloigna de sa sœur. Tu n'es plus la bienvenue chez moi. Tu dois partir ce soir. Mais je suis ta sœur, implora Margaret. Tu étais ma sœur, corrigea Patricia. Maintenant, tu n'es plus que quelqu'un qui m'a volé et a menti à ce sujet. William afficha une dernière diapositive, un document juridique. C'est l'accord de divorce. Margaret ne reçoit rien d'autre que la dette qu'elle a créée en falsifiant ma signature. La maison est partie. Les voitures sont en cours de saisie, et elle doit 30 000 $ d'impôts à l'IRS sur les gains des concours de beauté d'Emily qu'elle n'a jamais déclarés. Tu ne peux pas me laisser sans rien, dit Margaret, se tournant vers William. 26 ans de mariage, 26 ans d'abus, corrigea William. De te voir détruire notre fils pour soutenir notre fille, de rester silencieux pendant que tu commettais une fraude avec mon nom, d'être trop faible pour protéger l'enfant qui avait le plus besoin de moi. Il regarda Ricky. Je ne m'attends pas au pardon. Je t'ai manqué en tant que père. Mais te voir construire ton empire, te voir choisir Frank alors que je ne pouvais pas te choisir, cela m'a réveillé. Tu ne t'es pas seulement sauvé toi-même. Tu m'as sauvé aussi. Même après que je ne le mérite pas.
Franck se leva lentement, utilisant sa canne pour se soutenir, mais sa voix était toujours forte. J'ai vu cette famille se détruire pendant des années. Margaret, tu es une narcissiste qui a élevé une autre narcissiste. Mais Emily a au moins la capacité de changer. Toi non. Tu es toujours assise là à penser que tu es la victime. Il sortit son testament, déjà notarié. C'est ma planification successorale. Tout va à Ricky, les propriétés, les investissements, tout. Pas parce qu'il est mon petit-fils, mais parce qu'il a prouvé qu'il pouvait construire sur ce que les autres commencent. Margaret, tu pensais pouvoir contester ce testament, prétendre à des abus sur personnes âgées, mais j'ai enregistré chaque interaction avec toi pendant 2 ans. Chaque menace, chaque tentative de manipulation, chaque mensonge. Ce n'est pas juste, dit Margaret, les larmes coulant enfin. Je perds tout. Non, dit Ricky, se levant pour la première fois. Tu as tout perdu le jour où tu as décidé que je ne valais rien. Tu ne le savais juste pas encore. Emily se dirigea vers Ricky. Est-ce que je peux garder le travail? Je sais que je ne le mérite pas, mais j'en ai besoin. Pas seulement pour l'argent, mais pour apprendre qui je suis sans sa voix dans ma tête qui me dit que je suis spécial pour ne rien faire. Tu peux garder le travail tant que tu continues à le mériter, dit Ricky. Margaret regarda autour de la pièce, cherchant un visage compatissant et n'en trouvant aucun. Même Dorothy, qui avait toujours été la plus douce des tantes, la regardait avec dégoût. Très bien, dit Margaret, sa voix venimeuse. Retournez-vous contre moi, vous tous. Mais quand il se lassera de jouer les généreux, quand Emily le décevra comme elle a déçu tout le monde, vous verrez que j'avais raison. Le garçon n'avait rien de spécial. Il a juste eu de la chance. De la chance, dit Jennifer, parlant pour la première fois. Il a travaillé 18 heures par jour à rénover des maisons. Il a étudié le droit immobilier jusqu'à 3 heures du matin. Il a établi des relations avec des entrepreneurs, des banquiers et des clients grâce à l'intégrité et au travail acharné. Ce n'est pas de la chance, Margaret. C'est tout ce que tu n'as jamais enseigné à tes enfants. Margaret attrapa son sac à main et se dirigea vers la porte. Au seuil, elle se retourna une dernière fois. J'espère que vous serez tous heureux quand le karma viendra vous chercher. Le karma est déjà venu, dit Frank. Il a donné à Ricky la force de partir et la sagesse de construire. Il a donné à Emily la chance de changer. Il a donné à William le courage de divorcer de toi. Et il t'a donné exactement ce que tu mérites, rien. Margaret partit, et personne dans cette pièce ne la revit jamais. Plus tard, ils ont entendu dire qu'elle avait déménagé à 3 états de là, vivant avec une cousine éloignée qui ne connaissait pas toute l'histoire, racontant toujours des histoires d'être une victime d'enfants ingrats et d'un ex-mari cruel. Mais dans cette pièce, avec la vérité enfin révélée, son pouvoir s'est évaporé comme la brume matinale sous un soleil éclatant. 1 an plus tard, pour le 24e anniversaire de Ricky, à la même date où sa famille lui avait autrefois interdit de le célébrer, leur nouveau restaurant du centre-ville était rempli de gens qui voulaient vraiment célébrer son existence. L'entrepôt converti brillait de lumière chaude tendue à travers les poutres apparentes, et le son de rire sincère emplissait l'air. Ce n'était pas seulement une fête d'anniversaire. C'était une célébration de tout ce qu'ils avaient construit à partir des cendres de ceux qui avaient essayé de les briser. Frank était assis à la table d'honneur, son cancer en rémission après une année brutale de traitement qu'il avait mené avec la même obstination qu'il avait utilisée pour enseigner à Ricky la vie. Il avait l'air plus mince mais plus fort d'une certaine manière, comme si la maladie avait brûlé tout sauf sa dureté essentielle. À côté de lui était assis William, le père de Ricky, qui avait l'air plus jeune à 53 ans qu'il n'en avait à 45, ses yeux clairs et présents d'une manière qu'ils n'avaient jamais été lorsque Margaret régnait sur leur vie. Jennifer, maintenant la femme de Ricky, depuis 3 mois, parcourait la pièce avec une grâce naturelle, s'assurant que les invités se sentaient bien accueillis. Il s'était marié dans la cour de Frank avec seulement 20 personnes présentes, les personnes qui avaient prouvé qu'elles étaient une vraie famille par choix plutôt que par le sang. Emily était là, enceinte de 7 mois et rayonnante du genre de bonheur authentique qu'aucune couronne de concours de beauté ne lui avait jamais donné. En parlant d'Emily, elle se dirigea vers Ricky portant son fils Thomas, maintenant âgé de 4 mois. Elle était passée de réceptionniste à directrice de bureau dans leur entreprise, sans jamais utiliser leur relation fraternelle pour son avantage. Chaque promotion a été gagnée grâce à de longues heures, au dévouement et à une éthique de travail qu'elle avait dû construire à partir de rien à l'âge de 29 ans. « Joyeux anniversaire, Ricky, dit-elle en lui tendant une petite boîte emballée.
Thomas a aidé à le choisir. À l'intérieur se trouvait une photo encadrée que Ricky n'avait jamais vue auparavant. C'était lui à peut-être 5 ans construisant quelque chose avec des blocs, complètement absorbé par la tâche. Émilie avait les larmes aux yeux en la regardant. Je l'ai trouvée dans les affaires de maman avant que la maison ne soit saisie, expliqua-t-elle. Elle était cachée derrière toutes mes photos de concours de beauté. Tu as toujours été un bâtisseur. Même alors, je voulais juste que tu aies la preuve que tu existais avant que nous t'effacions. Merci, dit Ricky, le pensant vraiment. Émilie et lui n'auraient jamais une relation fraternelle normale, trop de dommages pour cela, mais ils avaient construit quelque chose de nouveau, une relation professionnelle basée sur le respect et la confiance gagnée. Elle était excellente dans son travail, et il la payait en conséquence, non pas en tant que sœur, mais en tant qu'employée précieuse qui avait fait ses preuves. Le restaurant lui-même était une autre victoire. Ils avaient acheté l'entreprise en difficulté il y a 6 mois et l'avaient transformée en quelque chose de spécial. Le menu présentait les recettes de la mère de Frank, des plats qu'il avait appris à Ricky à cuisiner pendant ses nuits tardives où il parlait affaires et vie. Jennifer avait conçu l'intérieur, créant un espace à la fois professionnel et accueillant. Même le nom, fondation, avait une signification, faisant référence à la fois aux travaux de construction qui ont bâti leur fortune et à la base émotionnelle que Frank lui avait donnée. William s'approcha avec un cadeau à lui. Je sais que je ne mérite pas de célébrer tes anniversaires après en avoir manqué tant, mais je voulais te donner ceci. C'était un journal en cuir, usé et vieilli. À l'intérieur, de sa propre écriture, il y avait des notes datées des 2 dernières années, chaque réalisation que Ricky avait eue, chaque étape importante, chaque succès qu'il avait suivi pendant qu'ils étaient séparés. Il avait regardé, documenté, pris soin de loin quand il ne pouvait pas le faire de près. J'ai commencé ceci le jour où tu es parti, dit-il. Je voulais me souvenir de tout ce que j'ai manqué en étant trop faible pour te défendre. Ta première vente de propriété est là, ton annonce de fiançailles, le jour où tu as acheté le traitement de Frank. J'ai recueilli des coupures de journaux, imprimé des articles en ligne, tout. C'est un compte rendu du fils dont j'aurais dû être fier depuis le début. Jennifer fit teinter un verre, attirant l'attention. Avant de manger, Ricky veut dire quelque chose. Ricky se leva, regardant la foule rassemblée, leurs employés, maintenant au nombre de 30, tous bien payés au-dessus du prix du marché avec tous les avantages sociaux, les médecins de Frank qui étaient devenus des amis grâce au long processus de traitement, Marcus, qui lui avait donné sa première vraie chance, les entrepreneurs qui avaient travaillé avec eux depuis le début, les parents de Jennifer qui l'avaient accueilli comme leur propre fils, même des cousins qui avaient tendu la main. Après la réunion de famille, voulant renouer avec le vrai lui, pas l'ombre qu'Emily et Margaret avaient dépeinte. Il y a 2 ans, commença Ricky, ma famille m'a dit que je ne pouvais pas célébrer mon 22e anniversaire parce que je n'étais pas assez important. Ils avaient accidentellement raison sur une chose. Cet anniversaire devait être annulé parce que la personne que j'étais alors, abattue et invisible, devait mourir pour que celui que je suis maintenant naisse. Il regarda Frank. Cet homme m'a appris que la famille n'est pas une question de sang ou d'obligation. C'est une question de choix. Il a choisi de voir le potentiel chez quelqu'un que tout le monde ignorait. Il a choisi d'investir non seulement de l'argent, mais aussi sa confiance dans mon avenir. Quand tout le monde ne voyait rien, Frank voyait tout ce que je pouvais devenir. Frank essuya ses yeux, n'essayant même pas de cacher ses larmes. Jennifer, continua Ricky, se tournant vers sa femme, m'a montré que l'amour n'est pas une question d'être le monde entier de quelqu'un. C'est une question de construire un monde ensemble, brique par brique, rêve par rêve. Elle ne m'a pas sauvé ou complété. Elle s'est tenue à mes côtés en tant que partenaire égal pendant que nous devenions tous les deux plus que nous ne l'étions seuls. Émilie, dit-il, et elle eut l'air surprise d'être mentionnée, a prouvé que les gens peuvent changer, mais seulement quand ils choisissent de se changer eux-mêmes. Elle aurait pu blâmer Margaret pour toujours, rester amère et brisée. Au lieu de cela, elle a choisi de repartir de zéro et de construire quelque chose de réel. Thomas ne grandira pas avec des couronnes et des trophées, mais il grandira avec une mère qui connaît la valeur du succès mérité. Émilie pleurait ouvertement maintenant, serrant Thomas plus fort. Et William, dit Ricky, regardant son père, m'a appris qu'il n'est jamais trop tard pour choisir le courage plutôt que le confort. Il lui a fallu 52 ans pour se tenir debout face à Margaret, mais quand il l'a fait, il ne s'est pas seulement libéré lui-même. Il nous a tous libérés des mensonges qui nous maintenaient piégés. Il leva son verre. Il y a 2 ans, j'ai perdu une famille qui ne m'a jamais vraiment vu. Aujourd'hui,
Je me tiens ici avec une famille que j'ai choisie et qui m'a choisi en retour. Nous avons construit quelque chose à partir de rien, pas seulement dans l'immobilier, mais dans les relations, dans la confiance, dans l'amour. Nous avons prouvé que le succès n'est pas une question d'être spécial ou choisi ou doré. C'est une question de se présenter, de faire le travail et de soulever les autres au fur et à mesure que vous grimpez. Certaines personnes, continua Ricky, pensant à Margaret où qu'elle soit, essaieront d'atténuer votre lumière parce que cela rend leur obscurité visible. Ils essaieront de vous convaincre que vous n'êtes rien parce que le fait que vous soyez quelque chose menace leur tout. Mais quand vous vous choisissez, quand vous refusez de rétrécir pour le confort de quelqu'un d'autre, vous ne vous sauvez pas seulement vous-même, vous montrez aux autres qu'ils peuvent choisir aussi. Frank a choisi de tendre la main à un enfant invisible. William a choisi le divorce plutôt que de continuer le mensonge. Emily a choisi le travail plutôt que la manipulation. Jennifer a choisi de construire avec quelqu'un qui n'avait rien d'autre que du potentiel. Et j'ai choisi de quitter une maison qui n'a jamais été un foyer pour construire quelque chose de réel. Il regarda directement Thomas dans les bras d'Emily. C'est la leçon que je veux transmettre. Parfois, le meilleur cadeau que vous puissiez faire à votre famille n'est pas votre présence dans son dysfonctionnement. C'est votre absence jusqu'à ce qu'elle choisisse la fonction. C'est leur montrer ce qui est possible quand vous cessez de jouer le rôle qu'ils vous ont assigné et que vous commencez à écrire votre propre histoire. Alors, à la famille choisie. Il leva son verre plus haut. À Frank, qui combat le cancer avec la même obstination qu'il a utilisée pour m'enseigner les intérêts composés. À William, qui prouve chaque jour qu'il n'est jamais trop tard pour devenir la personne que vous auriez dû être. À Emily, qui apprend que la vraie valeur vient du vrai travail. À Jennifer, qui a vu un diamant à l'état brut et a aidé à le polir sans essayer de changer sa nature essentielle. Et à tous ceux dans cette pièce qui ont choisi d'être ici non pas parce qu'ils le devaient, mais parce qu'ils le voulaient. Tout le monde but, et la pièce se remplit d'applaudissements. Mais Ricky n'avait pas fini. Je veux terminer avec ceci, le vrai cadeau que Margaret m'a fait sans le vouloir. En me montrant exactement ce qu'il ne faut pas être, elle m'a appris ce qu'il faut devenir. En me refusant les fêtes d'anniversaire, elle m'a appris à célébrer chaque jour que je suis vivant et libre. En me disant que je n'étais rien, elle m'a motivé à devenir quelque chose. En m'effaçant des photos de famille, elle m'a libéré pour peindre mon propre portrait. Frank se leva lentement mais fermement. C'est mon garçon, dit-il assez fort pour que tout le monde l'entende. C'est mon fils dans tous les sens du terme. Et à ce moment, Ricky réalisa la vérité ultime. Il n'avait pas seulement survécu à sa famille toxique. Il avait transformé leur poison en médicament, leur négligence en ambition, leur cruauté en compassion pour les autres qui avaient été négligés. Chaque propriété qu'ils ont rénovée était une métaphore de ce qu'il avait fait de sa vie, prendre quelque chose de cassé et le rendre beau, précieux, digne d'amour. La fête continua tard dans la nuit. Emily partit tôt pour coucher Thomas, mais non sans avoir serré Ricky dans ses bras pour la première fois depuis des années, une vraie étreinte sans agenda ni manipulation. William resta jusqu'à la fermeture, aidant à nettoyer comme un employé plutôt que de s'attendre à être servi. Frank s'endormit dans sa chaise, et Jennifer et Ricky le couvrirent d'une couverture, le laissant se reposer dans la chaleur du restaurant qu'il avait aidé à rendre possible alors qu'il fermait à clé ce soir-là. Jennifer prit la main de Ricky. « Tu sais ce qu'est la meilleure vengeance ? » ?»« Quoi donc ? » ?»« Ce n'est pas le succès ou l'argent ou même le bonheur. C'est l'indifférence. Margaret est là quelque part, toujours en colère, toujours amère, blâmant toujours tout le monde. Mais toi, tu l'as tellement dépassée qu'elle n'est même plus une note de bas de page dans ton histoire. Elle n'est qu'un catalyseur qui a déclenché une réaction qu'elle ne pouvait pas contrôler. Elle avait raison. Ricky pensait rarement à Margaret maintenant. Quand il le faisait, c'était avec le genre de curiosité détachée que vous pourriez avoir pour les problèmes d'un étranger. Son emprise sur lui s'était complètement dissoute, remplacée par la solide base de vraies relations et de succès mérités. 6 mois plus tard, Frank décéda paisiblement dans son sommeil. Son cancer était revenu agressivement, et cette fois il a choisi la qualité plutôt que la quantité. Ses derniers mots à Ricky ont été « Tu étais le fils que j'aurais dû élever. Maintenant, va être le père que tu aurais dû avoir. » Jennifer et Ricky ont 2 enfants maintenant. Ils grandissent dans une maison où les anniversaires sont célébrés, les réalisations sont reconnues, et l'amour n'est pas conditionnel à être meilleur que quelqu'un d'autre. Emily amène Thomas pour les dîners du dimanche où il joue avec ses cousins et apprend que les réunions de famille peuvent être une question de joie plutôt que de jugement.
William s'est remarié l'année dernière avec une femme merveilleuse nommée Grace qui le traite avec le respect que Margaret n'a jamais eu. Il est un grand-père actif, le genre qu'il n'a jamais pu être auparavant. Il s'excuse encore parfois pour les années perdues, mais Ricky lui dit la même chose à chaque fois, ils ne peuvent pas changer le passé, mais ils peuvent choisir l'avenir. Quant à Margaret, ils ont appris par des parents éloignés qu'elle vit dans un petit appartement travaillant comme réceptionniste, racontant à tous ceux qui veulent l'écouter ses enfants ingrats qui l'ont abandonnée. L'ironie n'échappe à personne qu'elle fasse le travail qu'Emily a commencé. Sauf qu'Emily a choisi la croissance tandis que Margaret a choisi le statut de victime. Mais c'est la différence entre les personnes qui construisent et les personnes qui blâment. Les bâtisseurs prennent leurs responsabilités et créent quelque chose à partir de rien. Les blâmeurs s'attribuent le mérite et ne créent rien à partir de quelque chose. Margaret avait tout, un mari dévoué, 2 enfants, le soutien de sa famille élargie et la stabilité financière. Elle a tout réduit en cendres, poursuivant le rêve impossible d'une fille parfaite au détriment d'un fils imparfait. Ricky n'avait rien sauf un grand-père qui croyait en lui et $500 d'un père brisé. À partir de cette fondation, il a bâti un empire non seulement d'argent, mais de sens, non seulement de succès, mais de signification, non seulement de richesse, mais de valeur. En regardant en arrière maintenant, se faire interdire son propre anniversaire a été le plus grand cadeau que sa famille toxique lui ait jamais fait. Cela l'a forcé à cesser d'attendre qu'il célèbre son existence et à commencer à la célébrer lui-même. Cela lui a appris que vous ne pouvez pas gagner l'amour de personnes qui considèrent votre succès comme leur échec. Et surtout, cela lui a montré que parfois, la meilleure façon d'honorer d'où vous venez est de devenir tout ce qu'elle a essayé de vous empêcher d'être. Avez-vous déjà dû vous éloigner d'une famille toxique pour vous sauver? Quel a été le moment où vous avez réalisé que le sang ne signifie pas toujours la famille et que parfois la famille que vous choisissez est plus forte que la famille dans laquelle vous êtes né? J'aimerais entendre vos histoires sur le dépassement du dysfonctionnement familial et la construction de quelque chose de beau à partir des cendres de ce qui a essayé de vous briser. Si cette histoire vous a plu, veuillez cliquer sur le bouton j'aime et vous abonner pour entendre plus d'histoires sur le triomphe sur l'adversité. Partagez ceci avec quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il est normal de se choisir, même lorsque sa famille le qualifie d'égoïste pour cela. Et rappelez-vous, parfois, la meilleure vengeance n'est pas de leur prouver qu'ils ont tort, c'est de vous prouver que vous avez raison. Merci de vous joindre à moi dans ce voyage d'invisible à invincible, d'oublié à inoubliable. Votre soutien signifie tout. Et j'espère que mon histoire aidera au moins une personne à réaliser qu'elle mérite d'être célébrée, et pas seulement tolérée. D'ici la prochaine fois, rappelez-vous, vous n'êtes pas obligé de vous mettre le feu pour réchauffer des personnes qui vous regarderaient brûler avec plaisir. Choisissez-vous, construisez votre fondation et ne vous excusez jamais de devenir tout ce qu'ils ont dit que vous ne pouviez pas être.